Magali Picard dirige la FTQ, la plus grande centrale syndicale du Québec, qui regroupe plus de 600 000 membres. C'est la première femme et la première autochtone à la tête de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. On va dire ce qu'on a à dire au ministre, mais en 12 et moi, on n'est pas face à une personne de bonne foi. Celle qui est membre de la nation Huron-Wendat s'est battue pour que les femmes des Premières Nations qui épousent un non-autochtone puissent conserver leur statut d'Indien. Elle a une longue feuille de route dans le syndicalisme. À l'Alliance de la fonction publique du Canada, elle a dénoncé le fiasco du système de paye Phoenix. Elle a été au cœur de plusieurs controverses à cause de ses attaques verbales. C'est soit qui est innocent ou il fait l'innocent. Ou de sa décision d'aller à la COP à Dubaï. Et ce que je dis au syndiqué, c'est que là, je suis de retour. À 56 ans, elle a survécu à plusieurs drames personnels, dont la mort de Gabrielle, sa fille de 10 ans, décédée d'une crise cardiaque devant ses yeux. C'est aussi pour ça que je voulais lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour Magali Picard. Bonjour, Madame Durocher. Je suis désolée de voir dans vos yeux un trouble. Ça s'est passé en 2004, mais la douleur est encore là toutes ces années plus tard, c'est sûr. Oui. C'est le moment le plus difficile de ma vie. Gabrielle avait 10 ans, est née avec une malformation cardiaque. Ceci étant dit, elle devait vivre normalement. Elle a subi une chirurgie. On m'avait dit que c'était une chirurgie corrective. Puis une belle grande fille, vous la voyez. Splendide. Elle est magnifique. Elle est en forme, elle est bien. Puis c'est ça. Un samedi matin, danse avec sa grande sœur, parce qu'on est une famille reconstituée. Puis elle arrête son petit spectacle de danse, là. Puis moi, je pense qu'elle s'en va chercher un objet pour se déguiser, parce que souvent, Valérie Gabrielle faisait du ballet jazz à ce moment-là. Puis j'ai dit, bon, ben, elle est partie chercher un petit chapeau, un foulard. Là, j'ai vu Valérie la regarder en disant, où tu t'en vas? Elle est allée s'asseoir dans les marches, puis c'est là qu'elle est tombée. Puis elle a fait une arythmie aiguë. Puis après plusieurs heures de tentatives de réanimation, Gabrielle est décédée. Oui. Ça, elle avait 10 ans, c'était en 2004. Puis, ben, il faut apprendre à vivre avec une tragédie comme celle-là. T'sais, moi, ma fille, puis je crois pas, hein, je suis pas dans... Je suis pas en train de dire... Vous n'êtes pas ésotérique. Je suis pas dans l'ésotérie, je lui parle, mais j'aime penser qu'elle est avec moi tout le temps. Je lui parle tout le temps, quand je prends une décision, dans des beaux moments, des moments difficiles de ma vie, je me plais à penser qu'elle m'accompagne à travers ça. T'sais. Mais sans être ésotérique, Magali Picard, il reste que quand on vit un drame comme celui-là, ça marque quelqu'un. Donc, la Magali Picard que j'ai devant moi aujourd'hui, elle n'aurait pas été la même si ça n'était pas arrivé. D'autant plus que je me suis fait un petit carton, puis j'ai fait une liste. Mm-hmm. Puis j'en ai des frissons, Madame Picard, de tous les drames qu'il y a eu dans votre vie entre 2004 et 2022. Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, si ça ne vous dérange pas, quand je reçois des politiciens, je cherche à voir qui est l'humain derrière le politicien. Bien, aujourd'hui, je veux savoir qui est la femme derrière la syndicaliste. Alors, on va passer à travers les drames les uns après les autres. Donc, 2004, votre fille décède. Les suites de ça, c'est une grave dépression chez vous. Oui. Puis, moi, je me plais à dire que dans tous ces drames-là qu'on va énumérer, je suis quand même une femme extrêmement chanceuse parce que j'ai une famille exceptionnelle. J'ai 3 grands frères, une grande sœur, des parents. Mon père est décédé, ma mère a 92 ans. Mais une famille là, soudée, tissée, serrée, comme on voit rarement. T'sais, nous, on se parle à peu près tous les jours, les 5. On s'aime d'une façon inconditionnelle, mais dans le vrai sens du terme. Ils ne peuvent pas prendre la douleur à votre place. Ils l'ont pris avec moi. Oui. Après le décès de Gabrielle, on était déjà tissés serrés avant. Mm-hmm. Après le décès de Gabrielle, puis là, je vais essayer de contenir quand même mes émotions, mais pour moi, c'est une chute aux enfers. C'est normal. Tu te dis pourquoi je continue à vivre. Gabrielle était ma fille unique. Ma belle-fille Valérie, que j'aime comme ma fille, elle a une maman extraordinaire, son papa, mais je me disais,
ça donne quoi de continuer, tu sais? Vous aviez perdu votre raison de vivre, on peut dire ça comme ça? Perdu Oui. ma raison de vivre, perdu tout ce qui est la joie de vivre. Tu sais, je comprenais pas à quoi ça servait de continuer. Donc là, effectivement, je sors plus de chez moi. J'ai pas envie de rien. Et là, c'est ma sœur et mon beau-frère qui me sortent de chez moi en pyjama pour m'amener consulter une psychologue que je salue, Danielle Goyer, qui a pris soin de moi, qui m'a vu à plusieurs reprises par semaine pendant des semaines et des mois. Alors là, ça va pas du tout. Ma famille, là, ce que je me rappelle, c'est de descendre du deuxième de la chambre à coucher où je suis en jaquette ou à peu près tous les jours, et ils sont toujours là. Ils se relaient, la maison est jamais vide. Il y a bien sûr Michel, mon conjoint, qui est présent, continue à travailler, mais la famille est là tout le temps, font à manger. Des gens que je connais pas du voisinage qui venaient me porter des repas à la maison. Là, on se rend compte comment il y a du bon monde. Il y a vraiment du bon monde. Et c'est aussi déjà la force du nombre. Seul, on n'y arrive pas. En groupe, on peut y arriver. On peut y arriver. Donc, ça installe quelque chose aussi dans votre tête. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Jusqu'au jour où, là, à un moment donné, ça, c'est, je pense, la façon dont j'ai été élevée. J'aime pas l'image de la victimisation ou d'être une victime. Et là, ben, les semaines passent, les mois passent, là, tu te dis, OK, là, je fais quoi de ma vie, là? Tu sais, je reste comme ça. Donc, je ne serais pas croire que j'ai pensé au suicide, mais pour moi, c'était, la vie doit s'arrêter maintenant, où là, je me retrousse les manches, puis je continue. Et c'est comme, je voudrais que c'est là, quand je dis que je lui parle à Gabrielle, puis que, ben, c'est ce jour-là où je me suis dit, là, Gabrielle, là, tu sais, je fais quoi? Et ça m'enlevait une culpabilité de penser qu'elle ne voulait pas voir sa mère comme ça. Je comprends. En disant, puis tu sais, puis d'accepter de rire, de sourire, parce que, vous savez, ensuite, quand on reprend tranquillement goût à la vie, on n'oublie jamais la douleur puis la peine, mais les premières fois où on rit, on se dit... quel genre de personne que je suis, moi, comment je fais une pour mauvaise rire? mère, une mère indigne. Indigne, tu as perdu ton enfant, puis là, tu ris, tu souris, tu ris de bon cœur. Quel genre de personne que t'es, tu sais? C'est bizarre à expliquer, je ne sais pas si je l'explique bien, mais il y a un sentiment de culpabilité quand on se sent comme ça. Là, tu dis, OK, mais sinon, la vie sert à quoi? Tu sais, je ne veux pas être misérable, je ne veux pas faire... Donc, c'est un long cheminement. Puis je le répète, ça s'est fait en famille, avec des amis, avec une communauté. Puis, ben c'est ça. À un moment donné, la décision, c'était, moi, je continue ma vie. Mais après, c'est vrai, quand vous dites, sans cette tragédie-là, je ne serais pas la même personne, tout devient relatif après. Tu sais, on choisit nos batailles, on choisit ce sur quoi on a envie de porter attention, ce sur quoi on n'a pas envie de porter attention. Mais on pense différemment. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cet événement-là vous a rendu plus forte? Je ne veux pas dire que vous étiez faible avant, non. Mais que ça vous a outillé pour différents combats, par exemple. Oui. Je ne sais pas si c'est plus forte ou plus sensible. Plus attentive. Plus attentive. J'ai peur de dire plus forte parce que je connais plein de personnes inspirantes qui n'ont pas nécessairement vécu une tragédie, mais tout le monde a son bagage, là. Puis, je pense pas qu'on a besoin de vivre ça pour être une personne forte. Mais enfin, j'ai envie de dire que ça a probablement teinté, effectivement, là, où ça m'a donné, oui, des outils supplémentaires. Puis il y a des fois où la vie, fait que le métier que j'ai choisi de faire, que c'est facile de s'emporter parce qu'il y a une pression. Quand on représente 600 000 travailleurs, travailleuses, avec le stress, tout ça, il y a une pression qui monte. Puis à un moment donné, on va sûrement en parler, mais on fait des choix où on prend des positions, puis après, on a besoin de décanter tout ça, puis de dire, OK, là, tu sais, la vie m'a pourtant prouvé qu'il y en a des tragédies, il y en a des drames. Est-ce que ça, c'est à ce niveau-là? Il faut peut-être tempérer tout ça. Donc oui, je pense que ça... Ça permet de relativiser. Oui. Donc, drame numéro 1, 2004. Vous faites une dépression, vous prenez 100 livres. Après, vous décidez de vous en sortir, de vous donner un coup de pied dans le derrière. Mais en 2011, arrive un autre drame, le père de votre fille, oui. Donc non, le père de mon fils. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que moi, après le décès de Gabrielle, oui. Mon ex-conjoint et moi, on a décidé... puis ça, je suis contente d'en parler parce que, tu sais, souvent, c'était ma fille unique, Gabrielle. Et là, on a décidé d'avoir un enfant qui n'était plus dans nos plans parce que Valérie avait 12 ans, Gabrielle avait 10 ans. Puis là, ben, on regardait les jeunes familles. Puis, tu sais, je me disais, elles sont courageuses. Tu sais, le banc d'auto, le sac à couche. Puis, tu sais, on se sentait dans notre vie, dans une période où on se disait, on a 2 petites filles autonomes, intelligentes, tu sais. Fait que pour moi, c'était derrière moi. La vie a fait en sorte que, bon, j'avais choisi d'être une mère, décide de redevenir enceinte.
Et là, ben, arrive Vincent en 2006. Et je le dis parce que Vincent ne venait pas remplacer Gabriel. Je comprends. Hein, ça ne se remplace pas un enfant. Mais Vincent a été voulu, désiré. Et mon beau Vincent arrive dans ma vie en 2006. Alors là, avec Michel, et là, vous alliez parler de ce qui s'est passé à Michel en 2011. Alors, en 2011, Michel, donc votre conjoint de l'époque, a un accident. Il joue au hockey, une ligue de garage, un accident très grave et il devient paraplégique. On est là. Michel vous êtes en train à peine de recommencer à prendre votre souffle. Oui. Arrive un deuxième drame. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, vous regardez en l'air puis vous dites, hey, là, ça suffit, là. Je pense que la petite Magali, elle en a son casse. Oui, vous absolument. dites ça? Ah, complètement. Puis je peux pas y croire parce que à tort, je pensais qu'après avoir vécu la pire tragédie qui pouvait arriver dans ma vie, que j'étais immunisée contre le reste. Je me disais, ben là, tu sais, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il ne pouvait rien arriver de pire. Mais pour moi, là, les drames, c'était impossible. Tu sais, là, j'avais eu mon lot. Alors là, on est effectivement en 2011. Michel joue au hockey. Michel, c'est un athlète. Et Vincent est là. Vincent a 5 ans à ce moment-là, à l'Arena. Ma famille est là, parce que quand je vous dis c'est une famille unie, c'était une demi-finale de la Ligue de garage. Mais une Ligue de garage où c'est des joueurs comme Michel qui avait joué junior majeur, des gars qui avaient beaucoup de qualité au niveau du hockey. Et Michel s'en va en échapper. Un de ses amis qui joue dans l'équipe adverse veut bien sûr lui empêcher d'aller compter un but. Alors, met son bâton, essaie de le rejoindre, met son bâton, contourne, voit le bâton arriver. Michel met son patin sur la palette et le glisse. Mais il s'en venait comme un train. Alors, il est rentré dans la bande. Puis pour pas que ça soit sa tête, il s'est plié comme ça et c'est le dos qui s'est fracturé, mais non seulement une fracture, mais une dislocation de la colonne. Donc, sur la glace, Michel me disait, je ne remarcherai plus jamais. Il savait, il ne sentait plus du tout le bas de son corps. Déjà. Puis là, on essayait de le rassurer en disant, tu sais, c'était un choc qu'on va attendre. Puis il y a eu une chirurgie pendant des heures cette nuit-là pour nous apprendre qu'effectivement, il ne marcherait plus jamais. Plus. Donc, on est déjà rendu à votre deuxième drame. Mais le drame ne s'arrête pas là, puisque votre conjoint, donc, réagit mal, tombe dans l'alcool, la dépression, et à un moment donné, fait une psychose. Ouais. Et je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais il arrive à un moment donné une journée où il a un marteau à la main, puis ça se passe pas bien. Une vraie psychose. Vraie psychose. Oui, parce que Michel, aujourd'hui, c'est dur à croire, mais c'est mon ami. Hein? On se parle toutes les semaines. Il vient à la maison tous les mois. Mais à ce moment-là, ça va pas bien du tout. Michel, puis il faut y penser, là, lui, sa façon de se réaliser dans la vie, c'était le sport. Autant le hockey que le lanceur softball l'été, puis c'est un lanceur hors pair. Donc là, il perd ses repères. Il y a des amis extraordinaires qui ont rebâti notre maison. J'ai acheté une maison, ils l'ont adaptée. La Ligue des bons amis ont fait... encore, je pense à ces gens-là qui nous ont aidés, des gestes extraordinaires, là, hors de nature. Et là, ben, la première année après l'accident, ça va. T'sais, on apprend, il vit longtemps en réhabilitation à l'INSEE-Gingras. Puis bon, il revient à la maison et là, il découvre à quoi va ressembler sa vie. Mais au début, on est encore en pleine adaptation. Mais là, le premier hiver passe et là, il voit c'est quoi les embûches. Là, une chaise roulante dans la neige, ça ne roule pas. Donc, il voit à quel point, là... Et là, l'hiver suivant arrive et là, il sait ce qui s'en vient. Il n'est pas encore outillé mentalement pour faire face à ça. Et là... ça va pas. Valérie habite avec nous, Vincent, puis l'heure des repas, il veut pas venir manger avec nous, il est couché quasiment tout le temps, et là, il sombre dans la boisson. Assez que je cache, on a un cellier à vin que je mets dans la seule pièce qui n'avait pas accès dans la maison parce qu'on avait un ascenseur, et là, Vincent, qui a 7 ans, quand je suis pas là, j'apprends que c'est Vincent qui va chercher les bouteilles de vin, assez qu'à 7 ans, il nous... un souper, genre, on va ouvrir une bouteille de vin, puis Vincent, il dit, tu veux un Shiraz ou un Merlot? Puis là, je me revire en disant, mais comment tu sais ça? Mais là, aller chercher les bouteilles en bas, son père dit, va me chercher un Merlot, c'est l'autre, en tout cas. Donc, vraiment, une vraie addiction pour cacher, pour essayer de noyer sa peine. D'endormir la peine. C'était sa médication. On a bien essayé, Valérie et moi, de le pousser vers des traitements. Il voulait rien savoir de ça. Aller en psychothérapie, c'était contre sa nature. Tout ça pour dire qu'il sombre vraiment très, très, très bas. Et je deviens là, la personne qu'il déteste le plus sur la Terre à ce moment-là. Oui, parce que, puis, tu
sais, aujourd'hui, je comprends quand moi, je suis très frustrée, puis je suis en colère, puis ça, c'est les personnes que j'aime le plus souvent qui vont subir ma mauvaise humeur. Ça prend un paratonnerre. Ça prend un paratonnerre. Et là, j'étais le paratonnerre. C'était pas Vincent, des fois Valérie quand j'étais pas là, mais c'était moi, tu sais. Puis j'ai toujours un emploi où j'ai eu à voyager. Tu sais, j'étais pas à la maison tout le temps, donc ma famille prenait soin de Vincent, Valérie prenait soin de son petit frère. Mais quand j'étais là, je voyais là, cette pression-là. Donc, notre relation de couple n'allait pas bien du tout. Pour en arriver à cette journée. À cette journée, qui est le 9 novembre 2014. Ah, mon Dieu, vous vous souvenez de la date? Je vous dis pourquoi je me rappelle, parce que j'ai dû quitter la maison le 9 novembre avec Vincent, parce que là, j'étais inquiète. Mais c'est pas la première fois qu'il allait pas bien, mais là, c'était à un autre niveau. Effectivement, il se promenait avec un marteau entre ses jambes dans son fauteuil roulant, puis il me disait des choses comme « Quand tu vas dormir, tu sais, je vais te frapper... je vais l'utiliser. » Et là, ben, je quitte la maison ce soir-là. Puis pourquoi je le sais, c'est parce que c'est la fête à Gabriel le 10 novembre. Fait que déjà, pour moi, encore aujourd'hui, c'est une journée difficile, la fête de Gabriel. Pourquoi, je ne sais pas. Ça fait 20 ans passé qu'elle nous a quittés, mais il y a des journées. La journée de son décès, la journée de sa fête, c'est plus difficile. Alors, le 10 novembre, lorsque je reviens le matin avec Vincent, parce qu'on est parti la veille, parce que Michel n'allait pas bien, il avait démoli la maison. Il avait déchiré mes vêtements. Sa psychose l'avait porté à faire des choses incroyables. Alors, c'est Vincent qui est rentré le premier dans la maison, qui a découvert ça. Michel avait fait aussi... il s'était lui-même lacéré la jambe. Il avait, en tout cas, il avait fait une... Il s'était automutilé. Automutilé. Fait que c'était un autre moment extrêmement difficile. C'est là que la relation... C'est là que Michel et moi, on s'est séparés. Alors, les gens qui nous écoutent se disent « drame numéro 1, drame numéro 2, drame numéro 3 », mais il y en a un autre. Oui. C'est que donc, vous vous séparez. Oui. Vous avez un nouveau conjoint qui s'appelle John. Oui. Là, j'espère que je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Et à un moment donné, vous apprenez que le fils de John a tué son propriétaire à coups de bâton de baseball. On raconterait votre vie dans un film, puis les gens diraient, le scénariste, il y en a trop. Il est allé un peu trop fort sur le crayon. Il faut qu'il se calme. Je lis sur l'histoire de votre vie, Madame Picard, puis je me dis, à un moment donné, il y a une limite à ce que peut vivre un être humain, être confronté à cette douleur-là. Ce moment-là où le fils de John commet ce geste-là, c'est une bombe nucléaire, encore une fois, dans votre vie. Là. Absolument, absolument. John, mon mari, est arrivé dans ma vie. Je le connais depuis très longtemps. On était tous les deux sur le conseil d'administration de l'Alliance de la fonction publique. Puis, après ma séparation avec Michel, John a fait partie des personnes qui ont voulu m'accompagner là-dedans. Puis, on a découvert finalement qu'on avait des atomes crochus. Le syndicalisme mène à l'amour. Enfin, on peut le prouver. C'est drôle parce que je dois vous dire que John et moi, sur le conseil d'administration, on avait les mêmes valeurs, mais mon Dieu, qu'on n'avait pas la même approche. On n'était pas des amis. Tant mieux. On était plutôt souvent en opposition. Ah oui, absolument. Donc, ça a surpris tout le monde et moi-même de voir que, bon... Ceci étant dit, on devient amoureux, on décide de vivre ensemble. Je suis bénie d'avoir un conjoint comme John qui m'accompagne, tout ça. Et oui, j'apprends rapidement, lorsqu'on se rencontre, John connaît ma vie, tout ce qui s'est passé. Moi, j'apprends que John, son fils le plus vieux, souffre de schizophrénie. Et il me dit... Je te le dis parce qu'autant que toi, tu es un jeune enfant, puis que John a 14 ans de plus que moi, donc il a fallu que je réfléchisse avant. Est-ce que je suis prête, moi, dans ma vie? Parce que moi, je venais à deux. C'est pas... on ne faut pas dissocier. Vous aviez chacun votre bagage. On avait chacun notre bagage. Puis il dit, il prend une grande place dans ma vie parce que, comme bien des gens, il ne prend pas sa médication. C'est un combat éternel de le remettre sur sa médication. Donc, il est très présent dans ma vie. Je l'accompagne. Il demande beaucoup de temps. Puis, est-ce que tu es capable d'accepter ça? Mais moi, j'ai bien entendu. Bon. Et c'était effectivement le cas. Au début, il se louait des logements, il déménage à tous les 2 mois. Puis moi, j'avais l'impression que je voulais y mettre ça le plus beau possible parce que je me disais, il va pas vouloir partir finalement. Non. Il fuit les voies. Il pense qu'en déménageant, les voies vont rester en arrière. Alors, j'apprends à vivre avec ça. Puis c'est un grand gaillard, un gros gars fort. Puis il est attachant parce que, tu sais, oui, il est schizophrénique, il nous racontait des histoires invraisemblables, mais en même temps, tu sais, c'était, là, mon père, Magali a pris du poids, faut que tu lui fasses manger du brocoli. Tu sais, c'était comme, je sais pas, il y a quelque chose, puis il y a comme une double personnalité. Une double personnalité, puis il est attachant, puis je l'aime beaucoup.
Et mon mari, il l'aime démesurément, là. Ça va toujours rester son petit garçon. Mais Et là, on veut les protéger jusqu'à temps qu'arrive ce drame-là. et on l'apprend d'une drôle de façon. On est en pleine pandémie. Moi, à l'époque, je suis à l'Alliance de la fonction publique. Je reviens à la maison. Le 3 septembre, on avait une rencontre, le président et moi, à l'extérieur, parce qu'on ne pouvait pas se voir à l'intérieur à ce moment-là, sur une terrasse. On part. Je reviens à la maison et je découvre mon mari. Il est bourgogne. Puis je le sens désemparé, désorganisé. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, son ex-conjointe qui était vivante à l'époque, Sherry, elle est membre d'un groupe de famille, vous savez, les groupes Oui. communautaires. Les Elle groupes vient- de soutien, ouais. Non, Charville, la ville de OK. Charville. Bon, ils ont un site famille, Charville. Puis il y a quelqu'un qui a posté une maison en disant, hier, dans cette maison-là, un propriétaire a été tué par son locataire, puis elle vient d'aller chercher notre fils. C'est dans cette maison-là qu'il habitait. Fait que moi, il dit, ça se peut pas, il faut que ce soit mon fils, mais ça se peut pas. Puis je dis, on va se calmer, là, tu sais, c'est juste une photo. Et moi, j'appelle Campbell Bay, qui est le poste de police le plus près. Puis j'ai écouté, je veux pas que vous me donniez des détails, je veux juste que vous me disiez que le nom, parce qu'il s'appelle comme mon mari, le nom, John McLennan, ne vous dit rien, qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire-là. Je veux juste rassurer mon mari, parce que, tu sais, là, je sentais qu'il va me faire une crise cardiaque. Et là, la personne me dit, bien, effectivement, je ne peux pas vous donner de détails, mais répétez-moi le nom. Je lui dis non, puis elle me dit, l'enquêteur principal au dossier va vous rappeler. Ah, là, vous saviez Là, je que sais. c'était ça. Alors, j'avais de la misère à y croire, mais c'est ça. Au départ, au-delà de penser à moi, là, moi, j'ai eu peur de perdre mon conjoint. J'ai vraiment eu peur de perdre mon conjoint. Je faisais des crises d'hyperventilation. J'ai vraiment pensé perdre mon mari. Puis mon Dieu, c'est peut-être égoïste, là. Je pensais même pas à son fils. Je pensais pas à la famille. J'essayais de prendre soin de cet homme-là. Je pouvais juste m'imaginer à quel point il était brisé. Tu sais. Je sais comment on aime nos enfants. Il fallait qu'il fasse un deuil, même si son fils n'était pas mort, mais de ce qu'il avait anticipé de pire, parce que les démarches qu'on a fait, qu'il a fait, que sa mère a fait, pour qu'il soit entrepris, pour qu'il soit forcé de prendre sa médication. Puis on se faisait retourner à tour de bras en disant, ben, il est majeur, il nous dit qu'il n'est pas un danger pour lui, pour les autres, puis il ressortait au bout de 5 minutes. On a inventé des histoires pour dire, le médecin veut te rencontrer, on l'amenait de force à l'hôpital, il ressortait. Fait que je me disais, ce qui anticipait de pire vient d'arriver. Puis je n'étais pas convaincue. Au début, il ne voulait pas que je le dise à personne. C'était comme un gros secret. Il ne faut pas le dire. Il y a un avait gros honte. tabou autour de la Ben santé oui, mentale. Bien sûr. Puis c'est un homme fier, sa famille, ses enfants, sa fille, son fils, ses petits-enfants. Il voulait montrer la famille parfaite. Et là, ben, tout ce qu'il avait essayé de cacher pendant longtemps, là, ça devenait sur la place publique. C'était c'était violent, là, la façon dont il a tué son propriétaire. Là. Lui-ci, la psychose était fois 1000. Fait que oui, c'était une autre. Mais c'est intriguant, Madame Picard, parce que à 2 reprises, vous avez été confrontée à des gens qui ont des problèmes, une problématique de santé mentale, qui ont eu recours à la violence. Donc, si je regarde votre parcours, là, encore une fois, tout ça, c'est entre 2004 et à peu près 2020. C'est beaucoup pour la même personne. Donc, vous, pour garder le cap, pour garder le nord à travers tout ça, vous faisiez quoi? Parce que j'ai même pas fini ma liste. Hein? Il me reste 2022, vous avez fait une crise cardiaque, puis vous étiez tellement en contrôle d'une certaine façon, vous êtes conduite vous-même à l'hôpital. Non, ça, c'est pas... Je m'en vante pas parce que c'était tellement pas intelligent. Moi, Mme Durocher, ce qui est important, là, je veux pas avoir l'air d'une personne surhumaine puis plus forte. Non. Vous avez été fragile pendant tous ces moments-là. Ah, j'ai été... Puis je suis encore, tu sais. Oui. Je cacherai pas que, tu sais, il y a une image publique, puis il y a... Tu sais, moi, j'ai mon fils qui a 20 ans, qui est en santé. C'est un athlète, un joueur de baseball, sain, équilibré, grâce à, encore une fois, à une famille qui a pris soin parce que maman était absente. Mais que si je pouvais mettre dans un vase de cristal, parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, tu sais, le fameux téléphone où je peux le suivre, là, tu sais, je dors pas tant qu'il n'est pas rentré. Vous le géolocalisez. Ah, puis il le sait, puis il est fin parce qu'il accepte ça. Mais c'est normal ça. aussi, Magali, parce que tous les gens que vous aimez, il leur est arrivé quelque ça. chose. Puis moi, je suis venue à un moment donné à me dire, soyez pas trop près de moi parce que, tu sais, j'amène poisse. J'amène de la poisse, tu sais. Fait que c'est sûr, quand on énumère tout ça,
une tragédie après l'autre, je me dis, tu sais, il y a toutes sortes d'idées qui nous passent dans la tête. À un moment donné, tu te dis, je suis narcissique, je suis égoïste ou je suis capable. Non, mais dans le sens que tu continues ton travail. Tu sais, c'est comme si c'est que ça t'atteint pas. Tu sais, c'est même drôle ce qui se passe, Madame Durocher, dans notre tête, quand on entend tout ça en disant, c'est-tu moi là, qui est complètement déconnecté ou, oui, mon médecin de famille que j'aime d'amour, je le salue, Luc, je l'ai vu hier d'ailleurs, Luc Désia, je le nomme parce qu'il est trop exceptionnel comme personne. Il me disait, t'es la personne la plus résiliente que je connaisse, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est des beaux compliments, mais ça amène son lot de questions. Mais tout ça, tout ce qui a pu arriver dans ma vie, c'est pas juste ça, tu sais. Il y a plein d'amour aussi avec ça. Il y a plein de soutien, il y a plein de gestes inattendus. C'est ce qu'on retient aussi. Retiens, ouais. Alors, on a vraiment compris la femme Magali Picard, mais je veux qu'on s'intéresse aussi à la syndicaliste c'est ça, Magali c'est comme Picard. ça que je suis plus connue, oui. Et, mais les deux cohabitent. Ouais. Et là, c'est sûr que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la méthode Picard, le ton Picard, le style Picard. On va parler de ça après la pause. Merci. Magali Picard, on se parlait en première partie des drames qu'il y a eu dans votre vie, puis c'est revenu souvent où vous disiez, ben, tu sais, je veux pas m'apitoyer sur mon sort ou je veux pas passer pour une victime. J'ai l'impression qu'il y a comme deux côtés à votre personnalité. Je dirais une main de fer dans un gant de velours. J'aime bien ça qu'une dame de fer. Oui. Une dame de fer, oui. c'est ça. Ça, vous aimez pas cette expression-là? Non. Parce qu'il y a un style Picard. Vous avez une façon de parler, vous avez une façon d'affronter vos adversaires. Je dirais pas vos ennemis, mais vos adversaires. Oups, pardon, mon stylo vient de partir. Et, ça fait partie du style Picard, là, quand j'écris. Ben c'est ça. Ben ça, c'est le style du rocher. Mais par exemple, on l'a vu dans la petite capsulette au début, quand vous parlez du ministre du Travail et que vous dites soit il est innocent, soit il a l'air innocent. Ou il joue à l'innocent. Ou il joue à l'innocent. Est-ce que c'est un style que vous avez travaillé avec le temps ou c'est juste, ben, c'est ça que je pense, moi le dire comme ça vient? Ça ressemble plus à la deuxième option, aux deuxième option. Moi, je suis une personne qui est... je pense que c'est assez clair que je suis une personne qui est spontanée, qui a beaucoup... Je réagis. Puis, j'essaie de rester le plus authentique possible. Donc, c'est jamais préparé d'avance. Il n'y a pas de scénario. D'accord. Lorsqu'on va en commission parlementaire, lorsqu'on va en entrevue, l'équipe le sait. Des fois, c'est pas toujours bon. Il essaie de me préparer, puis il voit que je suis très réfractaire à ça. Puis il dit, Magali, tu sais, je veux pas avoir de cassette. Je veux pas... Ouais. Mais ça joue des tours, des fois. Puis je comprends mon équipe qui essaie de contenir tout ça. Mais quand vous dites ça joue des tours, est-ce que ça veut dire que vous jouez des tours à vous-même? Moi-même. C'est-à-dire que des fois, vous dites « Oh mon Dieu, je viens de dire ça, j'aurais pas dû. » Je vous donne un autre exemple, toujours avec le ministre Boulay, quand vous refusez à un moment donné... mais ça, c'était pas... Ça, si c'était à refaire, je ferais la même chose. Vous le refirez. Est-ce que, si c'était à refaire, vous direz « Est-ce qu'il est innocent ou il joue l'innocent? » Oui, parce que ça, honnêtement, pour moi, là... lorsque tu as un rôle d'État, tu es un ministre, tu es une première ministre, pour moi, la désinformation, il n'y a rien de plus dangereux dans une société. Le ministre vendait un projet de loi en ne disant pas la vérité à la population, puis il faisait comme s'il ne connaissait pas le Code du travail. T'sais. Et là, on est en commission parlementaire et il dit des choses, c'est des grossièretés, c'est pas vrai. Et là, je me dis, mais écoute, vous ça voyez va faire. déjà, regardez Magali, vous dites, il disait des grossièretés. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, ouais, ben tu sais, est-ce que c'est une façon de parler d'un ministre? Si on faisait l'inverse, si, mettons, un ministre disait, en parlant de Magali Picard, elle dit des grossièretés, est-ce que vous ne seriez pas la première à dire, ouais, ben, il me manque de respect? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, je suis comme ça. Oui. Puis je serais pas fâchée. Ça arrive, hein, qu'ils vont dire, bon, ben là, Mme Picard, puis surtout, moins les ministres, vous avez raison, mais dans les médias, dire, bon, on l'a vu. Ils vous disent belliqueuse, bagarreuse. Oui, absolument. Puis, mais c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que même si je vous disais, j'aurais dû le dire autrement, je sais que dans une situation comme celle-là, lorsque je suis dans le moment présent et que devant moi, il y a un scénario qui se joue, puis qu'on n'est pas dans la vérité, je réagis.
C'est donc, là, pour moi, c'est-à-dire, là, le ministre... Puis, en même temps, l'expression, pour moi, il est innocent ou il joue à l'innocent, pour moi, c'est pas un signe que je pense qu'il est innocent. Au contraire, pour moi, quand on dit quelqu'un, il joue à l'innocent ou il fait l'innocent, c'est parce qu'il sait très bien, il connaît la différence, puis il fait comme s'il ne le savait pas. T'sais. Moi, c'est sûr que si quelqu'un dit « Madame Picard est innocente » ou « elle joue à l'innocente », je comprends ce qu'il veut dire. C'est elle le sait que c'est pas vrai ce qu'elle nous raconte, mais elle est en train d'essayer de nous monter une histoire. T'sais. Moi, je le vois comme ça. Mais bon. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'histoire du syndicalisme au Québec, puis je pense même à travers le monde, les leaders syndicaux sont souvent des gens qui sont... Ouais. Tu sais, c'est la méthode des émotifs. forte. Là. Oui. Ils mettent la main sur la table, Ouais. ils mettent le poing sur la table, mais vous êtes une femme. Puis en plus, vous êtes une autochtone. Est-ce que c'est possible que, tu sais, mettons, Michel Chartrand dit à le ministre, il a l'air d'un innocent, ça passe, puis vous, ça passe moins. J'ai pas joué cette carte-là. Hein. Non, je le sais, mais c'est moi qui vous la lance. Non, c'est correct parce que je vais l'apprendre parce qu'on me le dit beaucoup. Ouais. Même des gens qui ont travaillé avec Henri Massé, qui sont toujours à la FTQ, m'ont dit, écoute, Henri Massé en commission parlementaire a déjà dit au ministre parce qu'il faisait sa présentation, puis le ministre n'écoutait pas, puis il a dit, « Hey, t'es-tu en train de me faire perdre mon temps, toi, là, parce que je vais sortir d'ici, tu sais, puis avec des mots, bon. » On me dit que tout ce que ça a amené comme réaction au Québec, probablement que ça aurait été différent si ça avait été Chartrand ou Massé ou Laberge. Qui aurait eu... Bon, c'est donc... mais en même temps, je me dis, probablement le fait que je suis une femme, c'est moins vu, mais il y a aussi le fait que j'ai quand même un ton différent. J'ai une approche qui est quand même différente de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu comme les deux. Puis c'est ce que j'ai essayé d'amener. Mais ça, il faut être deux. Hein? C'est comme danser le tango. Là. Quand on veut être en dialogue social, lorsqu'on veut être capable de communiquer d'une façon authentique, franche, mais il faut que les deux parties acceptent ce jeu-là. Moi, c'est ce que j'ai essayé d'amener au Québec. Dans les syndicats, on a lancé les États généraux du syndicalisme. C'est pour ça, se remettre en question, voir comment on travaille. Quel message passe bien, ce qui passe moins bien de partout. Mais il y a des fois, effectivement, où, force est de constater qu'on est obligé, des fois, de lever le ton, de prendre un peu plus de place. On veut aussi provoquer une réaction parce que là, il n'y a rien de pire que d'être ignoré. On a des gros projets de loi au Québec qui ont été adoptés là, dans le dernier mandat de la CAQ où on n'a pas été consulté. Bien là, à ce moment-là, il faut être capable de dire, attention, on représente des centaines de milliers de travailleurs qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Vous vendez un projet de loi qui n'est pas fidèle à ce qui va se passer comme impact. Bien, moi, mon rôle, c'est faut le dénoncer. Il faut que la population comprenne de quoi on parle. Je le disais dans la capsulette, très jeune, vous avez combattu une injustice. Vous êtes membre de la nation Huron-Wendat. Oui. Votre père était chauffeur d'autobus. Oui. À un moment donné, vous êtes allé vivre à Wendake. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une injustice parce que vos tantes n'ont pas le droit d'habiter à Wendake parce qu'elles ont épousé des non-autochtones, exact. Des Blancs. Ce combat-là que vous avez fait avec vos tantes à 12 ans, moi, je capote de cette histoire-là parce que moi, à 12 ans, je m'en allais pas à Ottawa revendiquer des affaires. Là. Donc, le fait que très jeune, vous avez été confronté à ce qui vous apparaissait une injustice, dans quelle mesure ça a formé le caractère de la Magali Picard qui met le poing sur la table puis qui traite les ministres de Bien, ça se faisait pas comme ça à 12 ans. Ouais. Ça se passait pas comme ça, mais effectivement, peut-être que je me suis intéressée à ça parce qu'à 12 ans, moi, je suis arrivée à Wendake. Oui. Donc, contrairement à mes cousines qui habitaient déjà là, qui sont nées avec cette façon de faire là, moi, j'arrive à Wendake et là, effectivement, mes tantes habitent pas au village. Je questionne mon père puis il me dit, c'est parce que mes sœurs n'ont pas marié des Autochtones. Donc, moi, j'ai 12 ans, mais j'ai des frères qui ont entre 17 et 15 ans de plus que moi, mes 3 frères qui sont mariés. 2 habitent à Wendake avec mes belles-sœurs. Alors là, je dis à mon père, mais qu'est-ce qui se passe si moi, je ne marie pas un Autochtone? Il dit, tu ne pourras pas vivre ici. Mais mes frères habitent ici. C'est injuste, d'autant plus que votre père, donc, a épousé une non-autochtone et qu'elle a un statut... Ah ben oui, mais les femmes, lorsqu'elles mariaient des femmes des hommes autochtones, elles devenaient... Et ça n'a aucun bon sens. Je suis tellement d'accord. Et c'est pour ça que je disais à mes tantes, rapidement, dont ma tante Louise, que je l'avais vue à la messe le dimanche, puis j'avais dit, puis je venais d'apprendre ça, puis je dis, ma tante Louise, tu sais, comment ça se fait que... parce que vous êtes bien plus autochtone que ma mère qui se promène avec sa carte de citoyenneté dans sa sacoche, puis pas vous. Puis ça m'avait choquée, puis elle m'avait dit, là, ma belle, là, si ça vient te chercher,
c'est que tu es prête à... T'es mûr. T'es mûr. Ça veut dire que tu vas embarquer avec nous dans l'autobus puis tu vas venir avec nous manifester à Ottawa. Mais moi, là, à 12 ans, aller manifester, j'avais l'impression que je m'en allais commettre un geste illégal, me retrouverais en prison le lendemain. Puis là, c'est là, vraiment. Dans ce transport-là, la première fois que j'ai embarqué, moi, j'avais dit ça à mon père. Vous êtes dans l'autobus et c'est là que naît le côté la Magali battante, combattante. La vérité, c'est que là, je vois ces femmes-là, les yeux remplis d'espoir, mais moi, je m'en allais en pensant que les femmes étaient pour être fâchées, tu sais, dans l'autobus. Non, ils chantaient des chansons, ils étaient de bonne humeur, il y avait une belle amitié, une belle solidarité. Là-bas, ça s'est fait dans la paix, là, avec une belle manifestation intelligente, tout ça. Il y avait eu quelques journalistes qui avaient questionné ces femmes-là. Là, après, j'avais envie d'y aller. Vraiment, ce qui a créé, c'est la loi qui a été changée en 85, parce que j'ai 56 ans. Donc, à 12 ans, on est en 82, lorsque j'arrive à Wendake. Et là, ben, mes tantes et les femmes... C'est un beau lapsus, Oui, c'est un beau lapsus quand même. Alors, les femmes sont brimées à ce moment-là, on perd leur citoyenneté. Je sais que c'est ce qui m'attend si je ne marie pas un membre des Premières Nations. Et là, en 85, moi, je suis toujours à Wendake, quand la loi sur les Indiens est modifiée, amendée. Mais ça, c'est votre première victoire. Ben, c'est la première... Mais là se déclenche une grande, grande réflexion en disant, bien, tout est possible. Si on ne reste pas silencieux, si on dénonce les injustices, si on se tient debout, tout est possible, même de changer une loi qui a 100 ans. T'sais. Donc, après, là, c'est comme Obélix dans Potion magique. Là, une fois qu'on y a goûté... Ben, c'est parce que là, ça devient quasiment inné. Parce que donc, ça vous a donné un sentiment de puissance, de dire, voyons, si je fais un geste, si je fais une action, il va y avoir une réaction. Ben, en tout cas, si on fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Parce que il y a bien des gens qui, pour eux, disaient ben ça arrivera jamais. Là. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis ça faisait des générations que c'était comme ça. Donc, il n'y en a pas. Il y a pas de... Et là, ben, pour moi, après, c'est devenu naturel. C'était pas réfléchi, mais en milieu de travail, lorsque j'entendais des gens dire oh, ben, on sait, ça n'a pas de bon sens, mais ça. Mais j'étais celle qui disait, mais dites-le, il faut en parler. Donc, naturellement, après, j'étais celle qui amenait dans le milieu de travail, disant, ben, il faut de ne en parler. pas rester silencieuse. Donc, pas rester silencieuse, action-réaction, et aussi la force du groupe, encore une fois. Très rapidement, votre héritage, la moitié d'entre vous, la moitié chez vous qui est autochtone, comment vous vous sentez quand vous voyez... Il y a beaucoup de gens, mettons, à Montréal, qui ne sont jamais en contact avec des Autochtones. Le seul contact qu'ils ont, c'est, mettons, ils descendent l'avenue du Parc. Ils les voient dans la rue. Vous le savez, hein? Ben oui. Puis on voit des gens des Premières Nations qui sont en état d'ébriété à 9 h le matin. Est-ce que ça vous fend le cœur quand vous voyez complètement. ça? Complètement. Puis en même temps, on parle de réconciliation beaucoup. Hein? Puis je me dis, moi, je garde espoir, mais il va falloir qu'on ait vraiment des chefs d'État qui y croient. Parce que ce qu'on a vécu depuis trop longtemps, c'est plus une tentative d'assimilation. Puis de dire on négocie d'égal à égal avec les Premières Nations. Je pense que ça s'en vient. Mais c'est pas ce qui se passait avant. Que ce soit les barrages électriques dans le passé, tout ça. On allait chercher les ressources naturelles dans les réserves, dans les communautés. On les repoussait plus au nord. On donnait des territoires où il n'y en avait pas de ressources naturelles. On ne créait pas d'emplois. On ne les rendait pas fiers. Puis là, on disait, bien, pourtant, on donne des allocations à ces jeunes-là s'ils veulent venir étudier au cégep, à l'université, parce qu'ils n'en ont pas d'accès dans leur coin. Mais là, il faut penser à une jeune femme autochtone, un jeune homme autochtone qui part de son territoire, que ce qu'il a vu de plus gros, c'est le conseil de banque qui a 2 étages. Puis là, on lui donne un horaire, on t'amène au pavillon à l'Université de Montréal, puis on se dit, retrouve-toi. Tu sais, ces gens-là arrivent. C'est un choc culturel. C'est un choc culturel. Ils ne sont pas accompagnés. Puis là, ben, tu te dis, ben, finalement, on est peut-être des citoyens de deuxième ordre. Peut-être que c'est pas, on n'a pas accès à ça. Donc, retourne dans la communauté, souvent, voient pas d'avenir, ont pas... Fait que il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'il y a une volonté, je dois le dire, là, de travailler différemment avec nos Premières Nations, mais il y a beaucoup à bâtir, puis je souhaite vraiment qu'on y arrive. J'aime ça parce que vous dites nos Premières Nations, mais vous en faites aussi partie, dont vous incluez là-dedans. Oui. Magali, on va prendre Magali Picard quand même. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Magali, on va prendre une pause. Et puis quand on revient, vous allez nous dire quel est l'objet qui vous représente et qui vous définit. Oui. Alors, je ne sais pas si ça va être une main de fer ou un gant de velours. Peut-être un des deux. Peut-être les deux. C'est ça, ce serait bon après la pause. Merci. Magali Picard, je demande à tous mes invités
d'apporter un objet, puis des fois, c'est une photo. Des fois, François Legault il m'a apporté un avion d'Air Transat. Un objet qui les représente et qui les définit. Vous, j'ai l'impression que c'est pas un avion en plastique. Non, il n'y a pas grand non, chance. pas votre genre. Non, mais là, j'ai envie de vous faire rire. Parce que Ah, lorsque OK. mon équipe me dit, il faut que tu amènes un objet, Oui. ma première réaction, j'ai dit, je pense que je vais amener ma garde-robe. Parce que moi, Madame Durocher, ce qui me définit, c'est mon poids. Hein? Donc, moi, j'ai une garde-robe chez moi qui Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est mon poids? Parce que moi, quand vous étiez en dépression, vous avez pris Ah oui. vous Mais après ça, ça a été 100 livres. 100 livres. Et puis que j'ai perdu, puis que j'en ai repris une quarantaine, puis j'ai reperdu. Fait que je fais toujours la blague. Moi, quand les gens viennent chez moi, en Outaouais, je leur dis tout le temps, on a un spot. Ah, voici, je vais ramener mon maillot. Quelle grandeur. Entre 8 et 22 ans, je les ai toutes. C'est très drôle. Ah non, ça, c'est drôle. Mais, parce que... mais c'est très intéressant que vous en parliez parce que ça veut dire aussi que dans l'œil du public, les gens vont dire « Ah, mon Dieu, Elle a profité, l'accordéon, elle l'a pris, Ah oui, elle moi, l'a j'ai un perdu. ami qui me dit tout le temps, Jérôme me dit tout le temps, dis-toi, si tu meurs avant moi, je vais faire marquer sur ta tombe, cette femme a perdu 2000 livres dans sa vie. Le nombre de fois que je les ai pris puis Gagné et perdus. perdu. Ah ouais, c'est ça. Donc, vous auriez pu m'apporter votre J'aurais pu vous garde-robe, amener la mais c'est pas garde-robe. ça que vous Non. m'avez apporté. Non, et là, je l'ai ici. Puis ça, vous allez voir, c'est mon petit cœur. Hein? Ah. Mon petit cœur ici, il est important pour moi parce que c'est le cœur que c'est la chaîne de ma fille, Gabrielle. Puis je vous parlais de Gabrielle, elle avait un problème cardiaque. On lui avait donné ce petit cœur-là. Je ne cacherai pas que la chaîne n'est pas la même parce que j'ai dû la briser. Ça doit être ma 6e. À force de... Parce que je n'enlève jamais. Oui. Je dors avec, je prends ma douche avec. Puis je me vois dans des entrevues. Puis là, je me dis, les gens doivent dire, ben, toujours la même chaîne dans le cou. Wimpy. Ouais, puis, tu sais, parce que moi, puis c'est drôle parce que quand on a parlé justement de l'objet, tout de suite, mon collègue des communications m'a dit, je sais ce que tu vas amener, puis c'était clair que je l'ai tout le temps avec moi. Tu sais, je vous disais, je suis pas ésotérique, tout ça, mais c'est comme, je sais pas, c'est comme rassurant de l'avoir là. Tu sais, c'est comme si... Donc, la prochaine fois qu'on va ouais. vous voir en commission parlementaire ou dans le comité Canada-États-Unis, puis qu'on va vous voir toucher le cœur que vous avez autour du cou, on va se dire... Gabi, viens aider maman, là. Tu sais, c'est Oui. comme, là, j'ai besoin de toi. Souvent, c'est une réaction maintenant qui est même pas réfléchie. Tu sais, des fois, je vais me mettre, puis du toucher, ça, je sais pas, c'est comme réconfortant. Tu sais, c'est mon... Il y en a qui ont toutes sortes de petits objets là, auxquels ils croient. Des gris-gris. Oui. Mais c'est intéressant parce que, donc, Gabrielle, on l'a dit, elle avait une malformation cardiaque. Oui, c'est tétralogie de la Fallot. tétralogie de Fallot. J'avais Oui. pris le soin de le noter. Vous avez eu aussi Un problème cardiaque. une crise cardiaque. Et là, ce qui vous représente, c'est le cœur. Il y a comme un triangle, oui. là. Quand Oui. vous avez eu ce problème cardiaque, est-ce que vous vous êtes dit, mon Dieu, je fais la même... Vous auriez pu en mourir comme Gabrielle? Ah oui, absolument. Puis d'ailleurs, je pensais, tu sais, puis là, c'est pour Quand les... ça vous est j'étais arrivé, vous convain- pensiez que vous alliez Ah, mourir? j'en étais convaincue. Puis j'en ai fait 2 crises finalement. Puis la première, en 2022, j'étais avec mon fils à la maison qui avait 16 ans. On devait corder du bois. Puis je transpirais, puis je savais. Je me suis étendue sur excusez-moi, mais le hood de mon Ouais. véhicule. Puis là, il me disait, maman, ça va pas. Je dis, ah non, c'est correct, ça va passer. Mais... Puis là, pour tous ceux qui connaissent la médecine, vont dire, elle se trompe de chiffre, mais mon cœur battait à 249 battements minutes. 249. La deuxième fois que j'ai fait une crise cardiaque, j'étais à la FTQ en février, il y a 2 ans. Et je suis arrivée à l'Institut cardiologique, mon cœur qui battait à 252. Ça, ce qu'on me dit, et écoutez, le médecin qui est probablement cardiologue à l'Institut cardiologique me dit, c'est la première fois en 25 ans que je vois un cœur battre à 252. C'est pas très rassurant. Puis il me dit à la blague, non, votre cœur est en santé. Écoutez, une olympienne, là, tu sais, à 250. On me dit, on voit ça en littératie. C'est très, très rare, là, tu sais. Dans la littérature scientifique. Exactement qu'on voit Mais- ça. Il faut que je vous pose une question, Oui. Magali, parce que ça fait plus de 40 minutes qu'on se parle. On a passé en revue tous les drames qui sont arrivés dans votre vie. On a passé en revue différentes controverses dans lesquelles vous avez été impliqué. Puis des fois, je me dis, à un moment donné, vous étiez parti à la retraite. Après le drame, lorsque mon mari, on a appris pour son fils, 2 semaines après, je démissionnais. J'avais l'impression à ce moment-là que la vie m'avait amené son lot. Puis en psychologie, on dit, hein, un drame ne s'efface pas même avec le temps, c'est une cumulation. Mhm. Et là, je me disais, je suis plus capable. Je suis plus capable d'en prendre. Donc, j'avais décidé à ce moment-là, et je voulais prendre soin de mon mari qui a 14 ans de plus que moi. J'étais convaincue qu'il ne passerait pas au travers. Et là, on s'embarquait dans un processus en cours. Son fils a été... Pour le faire interner. Oui, puis là, finalement, a été reconnu non criminellement responsable. Peut-être donc ça a été long. Je voulais être là pour John. Et j'étais convaincue à ce moment-là que j'étais à la retraite, moi. Qu'est-ce qui fait que
Magali Picard est toujours là, est toujours debout, comme disait Jerry Boulet. Qu'est-ce qui fait que vous vous battez encore? Parce que vous pourriez, vous auriez pu, en effet, continuer votre retraite, vivre des jours tranquilles avec votre mari, puis absorber tous ces drames et ces coups durs que la vie vous a envoyés. Alors, je vous pose une question toute simple. Oui. Pourquoi vous êtes encore là? Ouais. C'est quoi, quand vous vous levez le matin, qui fait que vous allez au front? Pourquoi? Ben, je dois être naïve, mais moi, j'ai une soif de justice et je suis convaincue qu'on peut vivre dans une société meilleure. Moi, je suis fière du Québec. Je suis fière de ce qu'on accomplit. Je crois dans la force ouvrière. J'aimerais ça qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on laisse personne derrière. Et quand on m'a rappelé pour me dire, bon, Daniel Boyer quitte à la retraite, il ne demande pas un nouveau mandat, Magali, viens donc, on a envie que tu reviennes. Je me suis questionnée, là. Je suis encore la bonne personne. Tu sais, je suis pas au Québec. Moi, j'étais à mon syndicat national à Ottawa. Je suis encore la bonne personne. Qu'est-ce que je peux amener? Je veux pas juste y aller parce que moi, ça me tente, là. Il faut que... Puis je me suis dit, j'ai envie, en tout cas, d'essayer de faire en sorte qu'on laisse personne derrière, qu'on revienne à la table, qu'on soit consulté. Puis c'était ça qui m'animait et c'est ça qui m'anime encore. Et à la FTQ, ce que j'ai toujours aimé de la FTQ, c'est que c'est très pragmatique, la FTQ. On n'est pas juste les syndicats, les travailleurs syndiqués, puis 2 poids, 2 mesures. Ça n'a jamais été ça. La FTQ a toujours été là pour tout le monde. Et c'est ça, cette justice sociale-là, ça fait partie de moi. Même si ce n'était pas à la FTQ, j'ai fait ça toute ma vie. Ça est devenu ma passion, ma raison d'être, avec, bien sûr, ma famille. Et là, lorsque cette proposition-là est arrivée, mon mari me dit après, parce que lorsque j'ai demandé à John, j'ai dit, hey, on m'appelle, tu sais, Daniel, puis il me regardait dans les yeux, et là, je voyais que lui, ça ne tentait pas pantoute. Il me dit, j'aime bien que vous êtes très franche là-dessus. Il me dit, pense pas, puis, tu sais, je pense pas que c'était ça le plan, tu sais. J'ai dit, non, t'as raison. Comment vous l'avez convaincu? Il vous reste 45 secondes pour me le raconter. C'est que je l'ai laissé tranquille. J'écoute, on va y penser, c'est peut-être pas le bon moment. Puis il est revenu me voir, comme c'était hier dans le salon, il m'a dit, j'ai pas vu tes yeux briller comme ça depuis des années. Il dit, je vais être avec toi si tu décides d'y aller. Et quand j'ai parlé à mon fils, j'ai dit, tu sais, maman était absente toute sa vie, il me semble on commence à être ensemble. Il dit, maman, t'étais absente quand j'avais 3 puis 5 ans. Il dit, là, maintenant que j'ai 17 ans, go, je vais être fière de toi. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour résumer, parce qu'il me reste 30 secondes, pour résumer notre rencontre, vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de justice, puis de combattre les injustices. Vous avez aussi les yeux qui brillent d'une autre façon quand vous parlez de votre fille. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de tout ça. Merci à vous. C'est un cadeau. Merci Magali. Beaucoup. Et puis, votre cœur? Ben, c'est drôle, moi aussi, j'ai un cœur aujourd'hui. Oui. Mais ça, ben voilà. On n'est pas ésotérique, mais il y a un signe. Quand même. Merci, Magali. Merci beaucoup, Mme Durocher. Merci.